Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc bienvenue dans ce 19e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et on n'est que toutes les deux aujourd'hui. On s'était dit que pour finir l'année, on allait faire un petit épisode tranquille, sans pression, juste entre nous. Ambiance Noël, cocooning et tasse de thé. Voilà, c'est ça. Et on a réfléchi quand même à un petit sujet sympa pour finir cette année. Et on s'est dit quand même, un des sujets qui nous plaît bien, c'est de se dire que le monde magique, en fait, certes, il est dans les livres, mais il se cache aussi un peu au coin de la rue si on s'y regardé autour de soi. Et du coup, aujourd'hui, on va inviter tout le monde à partir à la découverte de la magie que vous pouvez trouver en sortant de chez vous. Oui, je dis bien en sortant de chez vous, puisque on sait tous que l'année 2020 nous a privés de beaucoup de choses. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ici à l'Académie des sorciers, on ne se satisfait pas toujours de rester enfermé dans notre bibliothèque. On aime bien sortir aussi et ça nous a un peu manqué. Et donc on s'est dit que pour clore cette année un peu bizarre, on veut inviter tout le monde à programmer ses prochaines sorties pour associer culture et magie. Puisque on va parler de culture, on est quand même dans l'Académie des sorciers. Et malheureusement, au moment où sortira cet épisode, les lieux culturels accueillant du public seront encore fermés et devront encore attendre un peu pour ouvrir leurs portes. Mais on s'était dit que c'était quand même le moment pour leur montrer qu'on ne les oublie pas et qu'on les considère comme essentiels et qu'on a vraiment hâte de retourner dans les musées, bibliothèques, etc. Les bibliothèques sont ouvertes, je crois, mais notamment dans les musées en 2021. Voilà, donc on va vous présenter aujourd'hui une petite série d'endroits qui sont ou qui nous évoquent la magie, qui évoquent des éléments du folklore que s'est réapproprié Rowling avec les croyances autour des licornes, des dragons par exemple, c'est des créatures fantastiques ou l'esthétique du monde magique. Alors certains lieux, on a pu en fait les voir d'une certaine manière. J.K. Rowling se les a réappropriés dans Harry Potter et notamment dans les Animaux Fantastiques, puisqu'on va pouvoir parler de plusieurs lieux culturels qu'on a vus, notamment dans les Crimes de Grindelwald, qui se déroulent en partie à Paris, mais aussi d'autres endroits qui nous évoquent le monde magique, qui nous évoquent une atmosphère un petit peu, voilà, cette atmosphère un petit peu étrange, bibliothèque de Poudlard, qu'on aime tous retrouver. Donc certains sont accessibles quand on est européen, notamment en France, mais on va aussi essayer d'aller ailleurs en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors évidemment, le but n'est pas de présenter une liste exhaustive de tous ces lieux, mais de faire une petite sélection d'endroits qui, parfois, pas forcément les plus connus, dans lesquels vous pouvez retrouver l'esprit du monde magique. Évidemment, on parle de lieux qui nous évoquent le monde magique, mais aussi de lieux qui ont servi d'inspiration directement au monde magique, donc que ce soit dans les livres, mais aussi surtout dans les films, puisque forcément les films, on a parlé dans l'épisode sur le médiévalisme, mais ils s'approprient une esthétique aussi. Et donc on va parler de ça. Et pour commencer, donc on a mentionné les Crimes de Grindelwald. Donc on a eu la chance d'avoir une aventure du Wizarding World, du monde magique qui se passe à Paris. Donc pour les Français et les Parisiens en particulier, ça nous a permis de peut-être voir des facettes de la capitale un peu plus magique que ce qu'on voit au quotidien. Il faut savoir quand même que le film, qu'on ne peut pas voir de lieu de tournage à proprement parler à Paris, puisque tout ou presque a été filmé en studio, et que donc tout ce qu'on voit de Paris, c'est des reconstitutions. Mais quand même, il y a des vrais lieux qu'on peut voir qui ont inspiré l'esthétique du film. Et on s'était dit que c'est aussi l'occasion de redécouvrir peut-être des pans de l'histoire de Paris, des petites anecdotes qui ne sont pas forcément hyper connues. Un élément aussi à garder en tête pendant qu'on parle de ça, c'est que les Animaux Fantastiques, et notamment les Crimes de Grindelwald, se déroulent en 1929, donc voilà, il y a quasiment 100 ans, donc forcément on avait une esthétique différente, d'autres codes aussi, donc c'est une chose qu'on va pouvoir retrouver dans certains lieux, c'est la prépondérance d'une certaine esthétique
qui s'est beaucoup développé après à Paris et qui fait encore beaucoup partie de la géographie parisienne. Mais avant d'arriver dans les années début du XXe siècle, on va parler du plus ancien bâtiment de Paris. Enfin, en tout cas, le plus ancien daté, et peut-être le plus connu des fans de Harry Potter et du Wizarding World, c'est la maison de Nicolas Flamel, qui se trouve rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement. C'est un lieu qui est présent dans les crimes de Grindelwald, avec d'ailleurs la bonne adresse. Ça vaut le coup de le mentionner parce que des fois la géographie parisienne et les œuvres de fiction, c'est pas tout à fait ça, surtout quand ce n'est pas réalisé par des Français. Mais là, en l'occurrence, l'adresse est la bonne, on est bien rue de Montmorency. Donc c'est une maison qui a été achevée la construction a été achevée en 1407. Donc voilà, à l'heure actuelle, comme la date est inscrite sur son fronton, donc on sait que c'est la plus ancienne datée, mais évidemment on ne connaît pas les dates de toutes les maisons de Paris, donc le doute peut demeurer. Donc, dans les films, cette maison est celle de Nicolas Flamel, dans laquelle il habite, et Nicolas Flamel est évidemment alchimiste dans l'univers de Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Mais peut-être que si vous avez écouté l'épisode 6, qui portait sur le médiévalisme, vous savez déjà que Nicolas Flamel n'a en fait jamais été alchimiste et que sa richesse, qui avait laissé penser les gens qu'il avait justement trouvé le secret de la pierre philosophale, lui venait notamment de spéculation immobilière et d'argent hérité du côté de sa famille, de sa femme. Et donc cette maison qui a été construite à Paris, il faut savoir que en fait, Nicolas Flamel n'y a jamais habité. C'est une maison qu'il a fait construire avec... Donc, le but était d'avoir un commerce au rez-de-chaussée, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle, d'une certaine manière, puisque c'est un restaurant aujourd'hui. La table de Nicolas Flamel, l'auberge de Nicolas Flamel, j'ai un doute. L'auberge de Nicolas Flamel, je crois, ouais. Et l'étage était destiné à accueillir les pauvres, voilà, pour leur donner un lieu où ils pouvaient s'abriter. Donc voilà, donc ça n'a jamais été un lieu de résidence pour Flamel, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films. Et même son architecture est assez différente, puisque dans les films, on a cette grande maison à colombage, alors que si vous l'avez déjà vu à Paris, c'est une grosse maison en pierre, très, très carrée, grosse pierre, qui était dotée d'un très grand pignon à une époque, et d'ailleurs elle a été surnommé le Grand Pignon. Ce pignon a malheureusement été détruit avec le temps et n'a pas été reconstruit. Mais donc voilà, c'est une petite différence assez sympa à connaître entre ce qui a été fait dans la fiction et la réalité et comment ça a été réinterprété. Ouais. Mais la façade reste quand même très intéressante, même si elle ne ressemble pas du tout à celle du film, puisqu'elle a été en fait restaurée, je crois, au 19e siècle, je me souviens plus exactement. Bon, je ne sais pas si elles ont refaites ou si elles étaient déjà là et les ont remis un peu en état, mais il y a des sculptures en médaillon sur la façade qui sont vraiment dans un style 15e siècle. Et il y a aussi une inscription, mais là je pense qu'elle a été refaite au 19e siècle, parce que je suis pas sûre qu'elle existait à l'époque, ça j'en sais rien, qui en latin. Donc en plus, voilà, dans l'esthétique du monde magique, on sait que le latin ça fait bien. et cette inscription en fait rappelle l'histoire de cette maison, que c'est Nicolas Flamel qui l'a faite construite pour les pauvres, voilà. Donc ça reste quand même un lieu qui est sympa, et quand on se retrouve devant, on peut quand même se projeter un peu et imaginer, même si on sait que Nicolas Flamel n'y a jamais habité, on peut imaginer qu'il est pas loin. Et le resto est pas mal, hein. J'ai mangé une fois et c'est assez sympa. L'intérieur est pas aussi a pas autant l'esthétique Moyen-Âge que l'extérieur, mais ça reste sympa. De cuisine alchimique, comme ils disent, où ils mélangent des saveurs un peu marrantes. Voilà. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil, parce qu'en plus, quand on est dans la rue, elle détonne, quoi, cette maison. On voit tout de suite que les autres à côté sont beaucoup plus récentes, et donc... Ouais. Puis c'est un quartier sympa où se balader, il y a plein de petites ruelles, c'est un chouette quartier. Donc voilà pour le bâtiment le plus ancien qu'on va citer.
et qu'on voit, même si complètement transformé, qu'on voit dans le film. Autre chose qui, je pense, a fait rêver les fans français en particulier, c'est un peu l'équivalent du chemin de traverse à Londres, qui est du coup à Paris, la place cachée, donc une entrée qui permet de passer dans le Paris magique et notamment dans les rues commerçantes du Paris magique. Et ils ont situé cette entrée dans un escalier qui évoque en fait l'escalier un ou d'autres, enfin plusieurs, mais en tout cas un escalier à Montmartre. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Pas. Donc c'est supposément dans la rue Girardon qu'ils ont trouvé leur inspiration pour le décor. Et notamment, c'est un peu une vision de Paris assez classique hein, dans tous les films qui veulent montrer un Paris un petit peu romantique. On a toujours les escaliers de Montmartre en général. Mais du coup, c'est là qu'ils ont placé la statue qui s'anime quand approchent les sorciers et qui ouvre sa robe, ouvre un drap qui permet de passer dans le Paris magique. Et cette statue, alors, n'existe pas sur place dans ce fameux escalier, mais c'est une statue qui existe bien et qui est visible à Paris, quand on sait où la trouver, puisqu'il s'agit en fait de la Pythie de l'Opéra Garnier. Donc, alors elle est placée à l'intérieur de l'opéra, donc il faut visiter l'opéra pour la voir. Elle est au milieu du grand escalier d'honneur. Voilà, elle a vraiment une place de choix. Je pense que quand on visite l'opéra, on ne peut pas la rater. Donc, petite chose à savoir, hein, l'opéra, vous n'êtes pas obligé de vider votre compte en banque pour prendre un ticket, pour aller voir un ballet, pour voir l'intérieur. Vous pouvez prendre des billets pour faire juste une visite guidée du bâtiment et ça vaut vraiment le coup parce que l'extérieur et la façade est évidemment très connue et très très belle, mais l'intérieur, on a vraiment l'impression de marcher dans une œuvre d'art. En fait, on est complètement entouré de sculptures, de dorures. C'est très très chargé, hein. C'est pas pour les amateurs de style épuré, etc. Mais c'est vraiment, en fait, c'est considéré un peu comme le joyau en fait du Paris haussmannien, qui est en fait en plus un style qui est emblématique de Paris et qui est très visible dans le film. Et d'ailleurs, je suis quasiment sûre que la scène où on voit Grindelwald avancer tout seul au milieu d'une grande avenue, je pense que c'est l'avenue de l'Opéra. Parce que je connais très bien cette avenue pour y être passée tous les jours quand j'étais à l'école au Louvre. Mais du coup, je suis quasiment sûre que c'est cette fameuse avenue qui relie le Louvre à l'Opéra et qui est vraiment un peu emblématique des grandes avenues haussmanniennes, quoi. Mais pour en revenir à l'opéra et surtout à la Pythie, donc cette statue, donc c'est une référence à la Pythie de Delphes, qui est du coup l'oracle du temple d'Apollon à Delphes, pour rappeler un peu les références mythologiques de la Pythie. Donc en fait, c'était une prêtresse, on va dire, qui était placée au-dessus d'un gouffre, d'où s'élèvent des vapeurs, en fait, qui sont considérées comme étant des vapeurs venues du monde des dieux, et qui la mettent dans un état de transe pour qu'elle transmette la parole d'Apollon. Bon, en gros, on la mettait au-dessus de fumerolles de soufre, et ça la faisait délirer, et elle disait des choses sans queue ni tête, et c'était considéré comme la parole d'Apollon. Voilà. Voilà, c'est un personnage qui a existé, enfin c'est des Pythie, puisque évidemment il y en a eu plusieurs, et en fait c'est un symbole assez fort, puisque c'est en fait dans le cadre de l'opéra, évidemment ça rend hommage à Apollon qui est le patron des arts, etc. Et la Pythie, en fait, elle devient un peu une sorte d'allégorie de l'inspiration divine qu'ont les artistes quand ils créent l'art. Donc un peu, les artistes s'associent, enfin se projettent dans la Pythie en disant voilà, on rentre dans un état de transe et c'est Apollon qui nous inspire, quoi. Mais dans le monde magique, au final, on peut se demander déjà si la Pythie, ça peut pas être... elle peut pas être en fait vue peut-être comme une sorcière dotée d'un troisième œil. Ça, je sais pas, je pose la question. C'est pas impossible. Et surtout, je me dis que... Et là, c'est une interprétation un peu plus personnelle. C'est que, en fait, la Pythie, elle se retrouve un peu dans cet entre-deux-mondes, puisqu'elle est un peu entre le monde divin et le monde humain. Donc, c'est un peu le symbole parfait pour être ce passage entre les deux mondes, le monde magique et le monde moldu. Donc, et personnellement, je trouve ça quand même un peu plus classe qu'un pub un peu miteux.
Voilà, mais ça c'est mon avis arrogant de française. J'aime beaucoup l'idée. Après, c'est vrai que, enfin, c'est bon, la divination, ça a quand même, enfin, on sait que ça a une importance assez, enfin, non négligeable dans le monde magique, même si elle est, enfin, un peu ridiculisée. Euh, enfin, c'est marrant parce que le personnage de Trelawney est quand même, enfin, même si le fond est assez tragique, elle est quand même présentée comme un personnage comique. Alors là, Harry et Ron passent leur temps à se moquer d'elle. Dans Les Animaux Fantastiques, on nous parle des prédictions de Tycho Dodonus. Ouais. Là, son livre aussi, qui est, je trouve... Alors après, c'est peut-être un a priori parce que je ne suis pas fan du film, mais je trouve que ces prédictions sont pour moi aussi, enfin, tournées en ridicule. Je crois bien que finalement, enfin, chacun, il voit un peu midi à sa porte et que ça, c'est pas vraiment ça qui change quoi que ce soit. Ouais, je pense que ça reprend en fait le thème des prophéties qui sont mal interprétées parce que je Oui, pense, et là c'est avis personnel, je pense que la prédiction de Tycho Dodonus, elle reviendra sur le tapis pour qu'on se rende compte que ça n'avait absolument rien à voir avec les peut-être. Lestrange, que ça n'a rien à voir avec Youssouf Kama, mais on verra. Ça, c'est... Peut-être. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'aime bien cette idée de pitié entre deux mondes. Et c'est vrai que ça. C'est peut-être pas du coup comme ça que c'est forcément présenté dans le monde magique. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression que la divination est présentée comme un truc que t'as en plus ou comme un lien. Mais ça l'est dans le monde. Enfin, dans le monde moldu. Et du coup, je trouve que ça. Ouais. Ça correspond. Après, peut-être que les sorciers français ont une vision très différente de la divination. Peut-être, hein, vu que bon, on sait que déjà ils ont un rapport à l'alchimie plus fort que les Britanniques, puisqu'ils l'enseignent à Beaubaton. Mais Mm. du coup, ça serait intéressant de savoir si la divination, ça a un autre prestige en France. Donc voilà pour l'entrée de la place cachée. Donc je sais pas pour toi, mais je l'ai pas encore vraiment trouvé hein, cette entrée. Ou alors c'est parce que j'ai pas encore réussi à tromper La la, pitié. la pitié pour faire croire que je suis une sorcière. Je ne sais pas. Ou alors tu l'as trouvé, mais tu veux pas le dire. C'est possible, c'est possible. Mais on va maintenant passer à un endroit un petit peu moins glamour, peut-être, que, que l'Opéra Garnier, puisqu'on va parler du cimetière du Père-Lachaise, qui est quand même un lieu qui est très inspirant. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de m'y promener quelques fois et ouais, c'est très très beau comme lieu. Hein. Il y a ça fait des belles balades. Hein. Je dis ça en premier lieu parce qu'après ce qu'on va raconter, ça va être un petit peu moins sympa. Mais, euh, mais ouais, c'est un très beau lieu. Donc on voit pas du tout Enfin, on voit évidemment le cimetière du Père-Lachaise, mais les scènes qu'on voit dans le cimetière ont été en fait tournées dans un cimetière de Londres, Highgate. Donc il y a un peu voilà, l'équivalent londonien du Père-Lachaise. Vous pouvez très bien vous promener au Père-Lachaise et vous imaginer dans le film. Hein. Il y a pas de, ça reste vraiment la même esthétique. Mais je voulais reparler du cimetière parce que peut-être un événement un petit peu moins connu, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu une bataille en fait dans le cimetière. Un duel de Comme sorciers. voilà, donc c'était pas un duel de sorciers, mais c'était quand même assez terrible. Et c'était du coup pendant la Commune de Paris en 1871. Donc en fait, donc petit contexte historique pour ceux qui ont manqué ce chapitre en cours d'histoire. Donc en fait, la Commune de Paris, c'était une période d'insurrection qui a duré un peu plus de 2 mois en 1871, entre mars et mai à peu près. Et ça a vraiment marqué les esprits parce que bah, ça a été en fait un peu un moment d'émancipation du prolétariat, on va dire, pour caricaturer un peu face aux monarchistes. C'était vraiment une opposition prolétaire monarchiste, en gros. C'était les fédéralistes, donc les communards, contre les Versaillais, donc les monarchistes. Et surtout, ça a été l'occasion d'élaborer une tentative d'autogestion, donc qui n'a pas duré longtemps, hein, mais qui a tourné court face à une répression qui a été très très brutale. Et c'est notamment pendant cette répression qu'il y a eu ce fameux affrontement
au Père-Lachaise, puisque c'est ce qui a vraiment, c'était vraiment été le dernier combat qui a signé la fin de la Commune, à la fin de ce qui est appelé la Semaine sanglante. En fait, à la fin de cette semaine, donc il y a vraiment les monarchistes qui ont repris la ville au communard, quartier par quartier, et en fait, ces derniers ont fini par se retrancher dans le cimetière, qui était un peu leur dernière place forte. Enfin, voilà, ils avaient leurs armes dans les caveaux, ils étaient vraiment installés dans le cimetière pour le défendre, quoi. Et ils avaient ramené les canons et ils défendaient le cimetière à coups de canon, quoi. Bon, les combats ont fini carrément à l'arme blanche entre les tombes, enfin, ça a été assez sanglant. Bon, ils étaient largement en sous-nombre, les communards, donc les Versaillais l'ont emporté et ils ont rassemblé les 147 communards survivants et ils les ont tous fusillés contre ce qu'on appelle maintenant le mur des fédérés. Donc en fait, ce mur est devenu le mémorial de la répression des communards. Donc vous pouvez toujours voir ce mur avec une plaque commémorative de cet événement-là. Et donc, il faut quand même savoir, donc, outre ces 147 fusillés à cet endroit-là, la Semaine sanglante, elle a fait, donc en 7 jours, elle seule, à peu près, au moins 10 000 morts. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, c'était un moment assez traumatique, mais qui a duré tellement peu de temps que c'est quelque chose qui est resté, ouais, un événement qui est resté un peu mythique, quoi, parce que c'était tellement dur, tellement brutal, tellement court, que voilà. Mais du coup, le cimetière du Père-Lachaise reste un lieu vraiment de souvenir de cet événement-là. Et je trouvais que c'était intéressant, en fait, à mettre en parallèle avec l'affrontement à la fin des crimes de Grindelwald, avec l'énorme dragon et ce combat épique voilà, au milieu des tombes. Donc, c'est quand même un lieu où il y a eu des combats encore plus terribles. Mais voilà, je vous invite quand même à aller vous y balader parce que c'est joli quand même. Il y a certes une histoire un peu sanglante, mais c'est très beau. Mais ce qui est intéressant, du coup, je sais pas dans quelle mesure, voilà, aussi Rowling avait connaissance de cette partie de l'histoire, mais du coup, c'est des événements qui se sont déroulés pas si longtemps avant l'histoire des Animaux Fantastiques. Enfin, c'est de mémoire d'homme à l'époque, enfin, c'était une époque dont on pouvait se souvenir. Nicolas Flamel s'en souvenait évidemment, mais c'était une autre histoire. Non, parce qu'il faisait une sieste à ce moment-là. mais du coup, je pense que ça peut être intéressant effectivement de mettre les deux événements en parallèle parce il peut y avoir une influence sur ce que le lieu représente aussi pour les sorciers français de l'époque. Ouais, donc c'est vrai qu'on peut se demander, ce choix, bon, évidemment, le choix de Grindelwald de faire ce rassemblement dans le caveau des Lestrange, ça faisait partie de son plan, voilà, pour faire la fausse piste Lestrange, blabla. Mais comme il y a aussi cette symbolique pour le peuple parisien, au final, de les rassembler au Père-Lachaise, parce que si les sorciers parisiens se souviennent de la Commune, le Père-Lachaise, c'est quand même pour eux, voilà, là où a fini une insurrection, donc pour en lancer une nouvelle, ça pouvait être une bonne stratégie politique de la part de Grindelwald. Même si le parallèle, évidemment, je pense auquel on pensait, c'était plus la montée du fascisme et pas du tout la Commune. Oui. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même des parallèles politiques intéressants. intéressants. On a parlé de l'entrée l'équivalent du chemin de traverse français, de la place cachée, et on a aussi un des lieux importants où se déroule l'intrigue des Animaux Fantastiques c'est le ministère des Affaires Magiques français, donc l'équivalent du ministère de la Magie. Pourquoi il s'appelle ministère des Affaires Magiques, on ne sait pas. Mais c'est parallèle avec le ministère des Affaires étrangères, je pense. Ouais. Mais du coup, ça reste pas très cohérent quand même de pourquoi ils appelleraient leur ministère, avec un titre plus spécifique que juste ce ministère de la magie. Mais pourquoi on dit ministère des Affaires étrangères et pas ministère de... Moi, je sais pas d'ailleurs ce qu'on peut dire. Les appellations sorcières manquent parfois un peu de logique. Bon, les appellations françaises, en fait, parce que quand on y pense, les noms des ministères, voilà, des fois, c'est un peu fumeux. Hein. Des fois. Mais donc, pour en revenir à nos sorciers,
Donc dans le film, on peut voir donc les personnages qui rentrent dans le ministère qui est caché des Moldus via une fontaine, Wallace, dont on va reparler après, qui se trouve sur une petite place. Et donc cette petite place n'a pas été complètement inventée par l'équipe de décorateurs. Alors même si elle a été reconstruite en studio, elle est très clairement inspirée de la place Fürstenberg, qui est une place du 6e arrondissement, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, et qui est un des accès, une des places qui dessert le palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés, donc qui est l'une des abbayes les plus anciennes de Paris. C'est une place qui est assez réputée en fait. Enfin, si vous regardez un peu dans des guides touristiques de Paris, elle est très souvent présentée comme une des places les plus romantiques de Paris, les plus emblématiques. Comme elle est juste à côté du boulevard Saint-Germain, qui est très animé, qui est aussi très visité, avec le café de Flore, ce genre de choses. Et donc là, on a cette toute petite place, ces petites rues beaucoup plus calmes dans lesquelles on peut se perdre. Et elle est très reconnaissable puisqu'on a vraiment une place qui est assez petite avec au centre quatre grands arbres. Et donc dans les films, on a une fontaine Wallace et en réalité, on a un lampadaire à 5 globes qui est assez typique du 19e. Et donc voilà, encore aujourd'hui, vous pouvez la voir dans beaucoup de guides et de recommandations de visite de Paris. Et tout autour de la place, il y a eu quand même plusieurs lieux et habitants assez mémorables, puisqu'il y a eu, par exemple, le compositeur russe Tcherepin qui y a habité, mais il y a eu aussi plusieurs ateliers de peintres, dont un certain Claude Monet, par exemple, Balthus, et Eugène Delacroix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, évidemment, ce n'est plus l'atelier de Delacroix, mais il y a le musée de Delacroix, où vous pouvez observer une partie de son travail. Donc voilà, petit lieu qui a l'air de voilà, paye pas de mine comme ça, mais qui est en fait un lieu de pèlerinage et hautement touristique. Si on prend la peine de se pencher dessus et de sortir un peu de la Tour Eiffel et du Louvre. Ouais. Et d'ailleurs, finalement, ce lampadaire, il est quand même assez cool au milieu de la place, là. Et du coup, ça me fait penser, même si on va parler là des fontaines Wallace, et c'est pas anodin qu'ils ont pris les fontaines Wallace comme symbole, parce que c'est un peu... Je pense que pour trouver un équivalent de la cabine téléphonique londonienne, il fallait un truc aussi emblématique pour Paris. Et les fontaines Wallace, ça semblait le bon choix. Mais ce lampadaire, ça aurait eu un côté un peu sympa. Je sais pas, ça me fait tout de suite penser à Narnia ou je sais pas. Enfin, c'est un peu le lampadaire comme entrée du monde magique, ça aurait été cool aussi. Il y a complètement un côté Narnia et c'est exactement ce que je me suis dit en regardant les photos de la version du coup réelle de cette place, c'est que mais peut-être que du coup ça aurait été trop Narnia en fait. Ouais, s'ils peut-être. avaient Et puis bon, après je pense que c'est aussi une question d'écriture dans le sens où dans le scénario on dit que c'est une place de Paris avec une fontaine Wallace et puis après donc ça c'est plutôt le travail de scénariste et que au niveau du repérage après c'est l'équipe du film qui a dit on prend cette place là mais que c'est pas forcément un choix. Mais c'est vrai que il y a un côté un peu très, très mystique, en fait. Voilà. Et encore plus dans l'ambiance années 20, années 30 du film. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle est chouette, cette place. Il y a un petit café, il y a un petit fleuriste. Enfin, c'est très mignon, quoi. Et dans un très joli quartier. Oui, tout à fait. Et il faut aller voir, hein, si vous n'êtes jamais rentré, parce que moi, je n'étais jamais allée avant, il y a quelques années, à l'intérieur de la partie... église, on va dire, de l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée quand je suis rentrée dedans. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est très coloré et tout. Enfin, c'est trop bien. Donc, je vous invite à aller voir. Ça ressemble pas du tout aux églises telles qu'on les imagine. Bon, faut dire qu'à Paris, il y a quand même pas mal d'églises qui sont assez soit baroques, soit très colorées. Mais celle-ci, elle est vraiment chouette à visiter. Non, ça vaut le détour. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. Et du coup, donc on parlait des fontaines Wallace, puisque c'est aussi un élément assez emblématique du paysage urbain parisien, mais pas que.
Donc, dans les films, cette fontaine, elle permet d'entrer au ministère de la magie français. Je pense que pour les auditeurs français, enfin, vous le saviez sans doute avant d'avoir vu le film, mais donc c'est pas des fontaines qui ont été inventées pour le film ou dont le design a été imaginé par l'équipe des films. Ce sont des fontaines qui existent réellement. Donc, on en trouve principalement à Paris parce c'est là qu'elles ont été construites pour la première fois, c'est là qu'il y en a le plus. Mais il en existe ailleurs en France et dans le reste du monde. Moi qui habite à Marseille, je confirme qu'il y en a au moins une à Marseille, au Réformé, pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà, petite adresse. Et donc, ça fait tout à fait le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure sur le Père-Lachaise et la Commune, puisque ces fontaines ont été construites dans les années 70, suite à l'épisode de la Commune de Paris, parce que donc, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été détruits, et notamment des aqueducs. Et donc le prix de l'eau potable a énormément augmenté, est devenu beaucoup plus difficile d'accès pour les personnes qui avaient moins d'argent. Et donc il y a eu beaucoup de reconstructions qui ont été entamées donc suite à cet événement. Et c'était bien vu lorsqu'on était bourgeois à Paris dans les années 1870 d'utiliser ces économies pour faire de bonnes œuvres et donc permettre de reconstruire la ville et de lui redonner son panache. Un peu comme Nicolas Flamel, quand on y pense, c'était aussi un peu. Un bienfaiteur qui avait beaucoup d'argent et qui s'est dit je vais construire une maison pour les pauvres et mettre mon nom dessus quand même. Parce que bon, il faut qu'on sache qui l'a fait. Qui l'a faite. Et donc, c'est ainsi que le Sir Richard Wallace, donc qui était britannique, nord-irlandais, a décidé de financer des points d'eau potable pour la population dans toute la ville. Alors, c'est pour ça qu'il est le plus connu, mais il n'a pas financé que ça. Il a aussi financé la construction d'un hôpital, et il y a aussi toute une collection d'œuvres d'art qu'il a donné qu'il a toute sa vie, qu'il a donné à sa mort, etc. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Voilà, sans doute des choses moins bien aussi, mais en tout cas, voilà, il a fait des bonnes choses pour la ville de Paris. Et donc, il a donné son nom à ces fontaines Wallace, dont il a financé la construction. Et donc, c'est en fait donc des points d'eau potable. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que elles existent encore aujourd'hui, elles sont fonctionnelles encore aujourd'hui. Et elle distribue toujours de l'eau potable, ce qui surprend toujours un peu les gens. Mais qui est bien pratique. mais qui est bien pratique. La conception a été vraiment très réfléchie parce qu'il fallait qu'elle soit pas trop grande pour pas gâcher le paysage, pas trop petite pour être repérable. Il fallait que ce soit un matériel qui soit un matériau résistant, facile à entretenir, pas trop cher pour pouvoir en faire beaucoup, qui permettait quelque chose d'esthétique. Et donc elles ont été faites en fonte. Elle ressemble, c'est un socle avec quatre statues de femmes qui représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété. Et donc vous avez l'eau qui coule au milieu. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait des gobelets qui étaient attachés et vous pouviez boire directement avec ces gobelets. Et puis, on a appris certaines choses sur la notion d'hygiène et le conseil de santé. Avant les règles sanitaires Covid, déjà, partager les gobelets, c'était moyen. Ça, ils ont dit, en fait, c'est pas la meilleure idée de faire comme ça. Donc, les gobelets ont été supprimés, mais les gens pouvaient quand même continuer à aller s'abreuver à ces fontaines. Donc, ça a commencé à Paris, ça s'est répandu dans de nombreux endroits du monde, et on en trouve aujourd'hui d'ailleurs au Canada, en Afrique du Sud, en Italie. Et d'ailleurs, ça a souvent été des cadeaux offerts par le gouvernement français. Voilà, sans doute en échange de services. Et c'est vrai, du coup, c'est intéressant parce que, comme entrée du ministère de la Magie, parce qu'au final, à Londres, c'est quelque chose d'assez moderne aussi. Enfin, une cabine téléphonique,
Et on imagine qu'avant la cabine téléphonique, il y avait un autre moyen d'entrer au ministère de la magie. Et on imagine aussi, enfin voilà, les fontaines Wallace, même si ça nous paraît plus ancien, c'est quand même relativement récent, en 1870, c'est pas non plus antique. Ça rentre un peu dans cette tradition du monde magique qui, qui quand même réutilisent des nouveautés moldues en fait pour les intégrer dans leur monde et rester aussi discret. Du coup, ils s'adaptent quand même à l'évolution de la ville et ils adoptent des symboles qui sont on ne peut plus discrets. Enfin, les fontaines Wallace, c'est joli. Pour les étrangers, c'est assez pittoresque, mais pour un Parisien, ça a rien, y a rien de plus banal qu'une fontaine Wallace, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, du coup, quelque part, ça colle très bien à la fois avec l'idée enfin, la fabrication, enfin, comment elle était conçue à l'origine, parce que c'était l'idée qu'elle soit discrète, et justement, ça colle très bien avec l'usage qu'en ont fait les sorciers. Mais du coup, comme deux petites anecdotes sur ces fontaines, donc on a, comme je dis, il y en a ailleurs qu'en France, mais il y en a quand même aussi, du coup, deux en Irlande du Nord, à Lisbonne, dont était originaire Wallace, et c'est les seuls que vous trouvez à l'étranger qui ont été vraiment donnés du vivant du créateur, en hommage à ce qu'il avait fait pour la ville de Paris. Et Sir Richard Wallace donc, a fini sa vie à Paris et est d'ailleurs enterré au cimetière du Père-Lachaise. On vous le donne en mille. Donc voilà, donc si vous allez visiter, vous pouvez aussi passer voir la tombe de Richard Wallace. Et le remercier pour l'entrée du ministère de la Magie. Tout à fait. Donc voilà pour quelques-uns des éléments que vous retrouvez dans les crimes de Grindelwald. On va passer à d'autres choses qui sont là plus générales, pas liées à un film en particulier, mais plus générales au monde magique. Et pour vous inviter notamment à aller visiter des musées quand ce sera possible. Puisque vous pouvez vous en douter, mais dans les musées, on peut trouver plein de trésors, et notamment des trésors magiques, ou peut-être magiques. Et déjà, c'est bien de noter que l'art en général et la peinture en particulier est vraiment très présent dans le monde magique. Où, évidemment, vous pensez tous aux portraits magiques, etc. Mais c'est vrai qu'à Poudlard, ils sont entourés de tableaux, quoi. Il y a des tableaux partout. Et donc, ouais, le monde magique aime bien la peinture, a priori. Mais il faut savoir aussi que dans l'art, il y a pas mal de référence au monde magique aussi. Donc si on sait un peu où chercher et quoi regarder. Donc déjà, première invitation qui s'adresse à tout le monde en France, un peu tout le monde dans le monde en fait, à partir du moment où vous avez des musées de beaux-arts pas loin de chez vous. Tous les musées des beaux-arts, je suis prête à parier que vous allez trouver des peintures qui peuvent vous rappeler la peinture à Poudlard, et notamment les galeries de portraits, puisque tous les musées des beaux-arts ont des galeries de portraits. Ça, c'est une constante. Et donc oui, faut savoir qu'évidemment, les équipes de Stuart Craig, donc le chef décorateur des films, sont allés piocher plein de références dans l'histoire de la peinture pour peupler les tableaux de Poudlard. Et donc vous trouverez forcément des styles qui se retrouvent aussi à Poudlard dans vos musées des beaux-arts locaux. Et je vous conseille en particulier d'aller dans les collections du XVIIe siècle, dans la peinture hollandaise de cette époque, puisqu'en fait c'est un style qui se retrouve pas mal en fait à Poudlard, en particulier pour les portraits. Donc c'est des portraits avec un style très réaliste, puisque ça a été un peu la particularité de la peinture hollandaise de cette époque-là, c'est qu'avant c'était un petit peu plus stylisé, on va dire, mais là ça devient vraiment, ils ont perfectionné la technique de la peinture à l'huile pour les spécialistes en histoire de l'art. Et moi, je les soupçonne d'avoir eu un peu d'aide des sorciers, mais en tout cas, ils ont réussi à rendre vraiment un côté très réaliste. Et au final, ça colle bien pour les portraits magiques, puisque finalement, les portraits magiques, ils s'animent littéralement, et on a vraiment l'impression d'avoir la personne en face de soi. Et au final, les portraits hollandais du XVIIe siècle, ça colle bien à cet esprit-là. Ce qui est aussi intéressant, toujours au XIXe siècle, toujours au XVIIe siècle, c'est les Caravages et les caravagesques. Donc ça, vous en trouverez notamment pas mal au Louvre, mais des inspirations caravagesques, vous en trouverez un peu partout. Donc si vous ne voyez pas exactement ce que c'est comme style, c'est vraiment
les maîtres du clair-obscur, en fait, et des mises en scène, en fait, très vivantes et dramatiques, avec genre une flamme de bougie, avec un visage à moitié éclairé, ce genre de choses. Et j'ai remarqué que ça, on le retrouve pas mal dans les portraits à Poudlard, parce que ça colle bien à cette ambiance de château, éclairé à la bougie, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quand même une inspiration qu'on retrouve pas mal. Mais donc, plus généralement, pour ce qui est des portraits, je pense que vous pouvez retrouver dans tout ce qui est portrait du 18e et du 19e siècle, vous amuser à essayer de deviner lequel de ces portraits est un sorcier qui a été placé là en observation. Et je pense qu'il est quand même pas rare de trouver un sosie de la grosse dame aussi. Il y a des grosses dames dans tous les musées, en général. C'est plutôt dans le 18e, fin 18e, 19e siècle, avec ces espèces plutôt 18e, ces grosses robes vraiment à froufrou, etc. Il y en a pas mal, avec de la dentelle et des perles. Vous en trouverez. Mais ouais, je sais pas si tu t'es déjà prêté au jeu en visitant un musée d'imaginer que c'est des portraits magiques ou pas. Pas C'est que trop moi. portrait magique, mais j'aime beaucoup. Enfin, en regardant des tableaux, j'aime beaucoup m'imaginer à quoi ressemblaient réellement les sujets des tableaux dans la vraie vie en 3 dimensions et ce qu'ils pensaient au moment où ils étaient en train d'être peints. C'est pas Voilà, mal. le petit moment. C'est toujours. Parce que je me dis que c'est toujours des tableaux qui prenaient quand même beaucoup de temps à être peints. Et que ces pauvres personnes qui posaient avec 8 épaisseurs de robes et de maquillage et de perruques et de poudre et qui passaient des jours et des jours, toute la journée à attendre que leur portrait soit fini parce que c'était le seul moyen de léguer leur... Enfin, voilà, c'était avant la photographie, donc si vous voulez c'est que Ouais. leurs descendants sachent à quoi ils ressemblent, c'était un peu l'étape. Mais c'est intéressant cette histoire de portrait en parallèle entre notre monde moldu et le monde magique parce que au final, ouais, comme tu dis, le portrait dans le monde moldu, c'est quand même quelque chose d'hyper important socialement d'avoir son portrait pour une certaine classe de la population, etc. Et puis de laisser son portrait quelque part aussi, Oui, d'avoir il y avait ce... vraiment une notion enfin, d'héritage, quoi, de rester dans la Ouais. mémoire, de transmission. Enfin... Et du coup, enfin, penser à ça dans le monde magique, bah, évidemment, on pense au bureau du directeur de Poudlard, qui est du coup recouvert des portraits de tous les anciens directeurs. Et là, il y a en plus parce que dans le monde moldu, bon, voilà, c'est juste une image. Mais bon, on se met quand même, quand on a le portrait de quelqu'un dans son bureau, c'est qu'on se met un peu dans son héritage quand même, un petit peu. Mais là, dans le cas des portraits des directeurs de Poudlard, les portraits peuvent parler, quoi. Ils sont quand même, ils ont été, non seulement le modèle s'est fait peindre, mais on a mis dans le portrait une partie de lui-même, enfin, pour qu'il puisse parler, qu'il garde son Mm. caractère, etc. Mais c'est bien, je trouve que c'est assez... Bon, c'est un peu propre quand même au talent de Rowling de prendre des trucs réels et de les tirer, de rajouter juste ce petit truc de magie mais qui reste un peu dans la continuité de ce que c'est dans le monde moldu. Mais ça représente bien cette idée-là, je trouve, les portraits à Poudlard. Oui, et c'est vrai que ça pose des questions intéressantes sur comme ça, la notion de la transmission, parce que c'est vrai que enfin, les sorciers ont développé eux aussi la photographie, enfin, en tout cas leur version de la photographie, logiquement de manière assez récente, enfin, c'est à peu près suivi les... C'est quelque chose qui s'est calqué sur les techniques moldues. Enfin, quand on voit justement le côté très archiviste des sorciers, quand on voit enfin, l'importance, enfin, tous leurs livres, le nombre, enfin, la bibliothèque de Poudlard, la façon dont elle est décrite, je trouve ça intéressant dans le sens où, enfin, les sorciers vivent plus longtemps que les êtres humains, enfin, que les moldus, puisqu'ils sont des humains aussi, a priori. Et qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire que les moldus ne peuvent pas faire, mais que la notion de vie après la mort, enfin voilà, c'est une des rares choses enfin, que les sorciers ne savent pas faire, c'est vaincre la mort. Même avec des Horcruxes, on a bien vu que c'était pas super efficace. Et que donc, autant il y a beaucoup de choses qui sont devenues très banales pour eux, autant la notion, je pense, de transmission, c'est un truc qui est sans doute aussi fort et aussi important, et peut-être encore plus chez les sorciers que chez les moldus.
Parce que c'est Ouais, vraiment la chose contre laquelle ils sont impuissants, en ouais, c'est fait. vrai. Ah non, j'ai jamais pensé comme ça, mais non, je pense que tu as raison. Et bah, au final, c'est un peu ce que représentent nos musées aussi. Donc, Mm. j'aimerais tellement un jour voir dans le monde magique, un musée du monde magique, enfin, un Oui. musée dans le monde magique, quoi. Alors, Ce serait on sait trop qu'ils bien. existent en plus, hein. On sait qu'il y en a. Parce que c'est dans la chambre des secrets où Drago Malfoy dit aux jumeaux Weasley qu'ils devraient donner leur vieux brosse dure à un musée, que Ouais. que ça devrait les intéresser. Et Drago Malfoy, venant d'une famille de sang pur, s'il parle de musée, il parle de musée magique. Et de toute façon, s'il parle de balai volant, il parle de musée magique. Donc, on sait qu'il y a des musées des sorciers. Ah, Et en soi, Poudlard, il y a un côté un peu musée, justement, avec tous les ouais, tableaux dont on parle, ouais, les ouais. livres, les artefacts enfin, qui sont dans le bureau de Dumbledore. Bon, la salle sur demande aussi, même si ça ferait un peu défaillir les conservateurs quand on voit comment ils sont stockés. Mais Il n'y a pas d'inventaire à jour, là, c'est clair. je pense qu'il y a un rapport à ça qui est assez intéressant. Et on voit d'ailleurs que ça reste quelque chose qui est super important pour eux, dans le sens où les tableaux, alors, il y en a qui sont juste mentionnés comme ça en passant, mais par exemple, il y a une notion un peu de supériorité, je trouve, sur les sorciers qui sont peints, notamment. On a les guérisseurs de Sainte-Mangouste qui ont été directeurs de Poudlard. Enfin, cette capacité à du coup pouvoir voyager dans les portraits, Hmm. entre leurs différents portraits. Et de Ouais, rester ça du fait coup une forme de conseil aussi, d'avoir cette vision. de réseau. Ouais, Ouais, ça fait vraiment. Ouais. c'est un peu un moyen de prolonger la vie après la mort, même si on sait que que c'est pas un fantôme, que c'est juste une Ouais, empreinte. mais Et ça garde, ça sauvegarde un peu une espèce de vie sociale, quoi, avec cette espèce de réseau de ouais. portraits, etc. Ouais, non, c'est intéressant. Mais bon, en attendant de pouvoir voir le musée magique, on peut aller voir des créatures magiques dans les tableaux. Vous avez certainement déjà croisé des grandes scènes mythologiques, assez grandiloquentes dans la peinture. Bon, là, pour le coup, il y en a dans toutes les époques, hein. Il n'y a pas de siècle particulier. Chacun a son style, mais vous en trouvez dans toutes les époques. Et si vous les allez regarder un peu plus près, toutes ces grandes scènes mythologiques, vous allez peut-être trouver des animaux fantastiques. Je pense notamment, bon, il y a souvent des animaux marins dans les trucs, dans les grandes scènes, mais même des fois dans des scènes qui sont pas du tout mythologiques, genre des grandes batailles ou des grandes scènes marines, etc. Puis tout d'un coup, au milieu, je sais pas, t'as une sirène ou Un t'as serpent de mer. un serpent de mer, ouais. Donc c'est assez rigolo. Mais moi, j'aime bien en particulier, ça a été un peu une de mes découvertes pendant mes études d'histoire de l'art, les tableaux qui sont inspirés du Roland Furieux de l'Arioste, qui était un poème épique du XVIe siècle, qui a vraiment beaucoup inspiré les artistes jusqu'au XIXe siècle. Puisque dans ce roman, poème épique, il y a un hippogriffe, en fait. Et je pense que j'avais mentionné quand on parlait de l'épisode sur les créatures magiques, je pense que quand on a parlé de l'hippogriffe, j'ai dû parler du Roland Furieux. Oui, ça me dit Mais, quelque chose. ouais. Mais du coup, il y a plein de tableaux d'un passage en particulier du Roland Furieux, qui est le vaillant Roger monté sur l'hippogriffe qui va sauver la belle Angélique. Et du coup, on a plein de représentations d'hippogriffes, alors qu'elles ne ressemblent pas forcément à l'hippogriffe d'Harry Potter, mais c'est quand même assez rigolo. Et du coup, ça me permet de vous donner des exemples, en particulier au musée du Louvre, puisque comme je l'ai mentionné, j'ai été à l'école du Louvre, donc c'est un des musées que je connais bien. Donc j'ai plus d'exemples qui viennent de ce musée-là, mais vous en trouverez dans d'autres musées. Et il y a notamment, là pour le coup, une sculpture, cette fois-ci c'est pas une peinture, mais c'est une sculpture de Angélique et Roger montés sur l'hippogriffe. Et je trouve ça assez rigolo parce que bah, du coup, voilà, c'est un homme et une femme, on va dire, sur un hippogriffe. Donc on peut imaginer que c'est Harry et Hermione sur Buck, même si là, en l'occurrence, Buck a une tête de cheval et pas une tête d'aigle. Et c'est bien un cheval avec des griffes d'aigle, mais la tête reste quand même la tête d'un cheval. Et il a les ailes aussi quand même. Mais, euh, mais ouais, mais elle est vraiment très très cool cette sculpture. Elle est pas très grande, mais elle est très
c'est épique, C'est quoi. presque un Vraiment. Pégase, en fait. C'est un Pégase, mais si tu regardes bien, il a des griffes d'aigle. Hmm. Donc c'est un hippogriffe. Ouais. Mais parce qu'il y a des griffes d'aigle. Et puis parce que c'est tiré de l'Arioste, et dans l'Arioste, c'est un Ouais. hippogriffe. Donc, mais ouais, il y a d'autres représentations où l'hippogriffe a vraiment une tête d'aigle, mais c'est vrai que souvent c'est plutôt juste un cheval avec des ailes et puis des pattes d'aigle. Mais voilà. Donc voilà pour les hippogriffes que vous pouvez trouver dans les musées. Mais autre chose que vous pouvez trouver au musée du Louvre, c'est que je vous invite à aller dans un département qui est souvent pas très visité, il y a souvent pas grand monde. C'est le département des objets d'art. Et puisque vous allez trouver vraiment des trésors, on parlait du bureau de Dumbledore, je pense digne du bureau de Dumbledore, il y a plein de choses dans le département des objets d'art. Et il y a notamment une épée de sacre qui est dite épée de Charlemagne. Et franchement, ça pourrait totalement être l'épée de Gryffondor, puisque c'est une épée voilà, très ouvragée, avec un pommeau en or sculpté, avec comment on dit, un fourreau tout orné, etc. Et donc ça fait vraiment épée de Gryffondor. Puis en plus, ça serait de la bonne époque, plus ou moins, puisque je pense, hein, c'est ça, Poudlard, c'est ça. La création de Poudlard, c'est un peu autour de 900, tout ça, Bah, ce niveau-là. enfin, on nous dit 1000 ans, donc oui, vers le 10e siècle, quoi. C'est ça. Donc, 9e, 10e siècle, c'est pas daté précisément, mais... donc ça collerait. Bon, elle est dite épée de Charlemagne, ça n'a probablement pas été l'épée de Charlemagne, mais bon, elle date plus ou moins de cette époque. Mais c'était surtout l'épée de sacre des rois de France, donc c'est pour ça que c'était l'épée. Il fallait que ça soit l'épée de Charlemagne, quoi. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que elle a un nom, cette épée. Elle s'appelle Joyeuse. J'aime bien quand les épées ont des noms. Et c'est tiré de... En fait, le nom de l'épée de Charlemagne, il est tiré de la chanson de Roland, en fait. Parce qu'il y a en fait, il y a Ah, toute une mythologie autour de cette épée. C'est pour mais ça qu'elle oui. est... J'ai Elle des, est, j'ai elle des est... flashbacks de mes cours Voilà. d'histoire tout à coup. Voilà, vous savez, voilà, c'est l'épée de Charlemagne qui a été perdue sur un champ de bataille, puis qui a été retrouvée par je sais plus qui, Roland peut-être, ou quelqu'un d'autre, enfin par un des lieutenants de Charlemagne, enfin bref. Et donc il y a toute cette histoire aussi d'épée vraiment symbolique, avec une symbolique très très forte. Et donc franchement, ça me fait vraiment penser à l'épée de Gryffondor. Et du coup, avec cette idée d'épée qui a un nom, je me dis, mais mince, on ne connaît pas le nom de l'épée de Gryffondor, mais elle a forcément un nom, parce que tous les fans de Game of Thrones le savent, hein, tous les bonnes épées ont un nom. Mais, mais du coup, ça m'a vraiment fait poser la question de comment s'appelle l'épée de Gryffondor. À vos paris. Donc voilà pour le département des objets d'art, mais évidemment, le Louvre, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je vous invite aussi à aller voir les antiquités égyptiennes et aussi les antiquités grecques et romaines, où vous pourrez trouver des vitrines entières consacrées aux pratiques magiques dans ces civilisations. Moi, j'ai vraiment en mémoire en particulier, je sais que dans le département égyptien, il y a des parties qui sont vraiment uniquement consacrées à la magie, on va dire. Mais dans les antiquités grecques aussi, avec tout ce qui est amulettes, etc. Enfin, c'est la magie, et là, pour le coup, au sens premier du terme, des pratiques magiques, elles sont bien présentes dans les collections antiques. Donc, c'est toujours cool d'aller y faire un petit tour. Donc, prochain musée, bon là on va en parler rapidement parce que quand même c'est du très très connu pour les fans d'Harry Potter, mais c'est le musée de Cluny. Oui. Qui est dans le centre de Paris, à côté de la Sorbonne d'ailleurs. Donc, alors, je ne pense pas que vous puissiez rentrer si vous n'êtes pas étudiant, mais qui est aussi un bâtiment qui vaut le détour. Mais ce qu'on va brièvement mentionner pour le musée Cluny, c'est la présence de la tapisserie de la Dame à la licorne, qui est assez connue puisque vous pouvez l'observer dans la salle commune de Gryffondor, une tapisserie qui a été reprise par l'équipe des films. Et d'ailleurs, vous pouvez l'observer de très près au studio Tour, dans le décor de la salle commune. Donc on a évidemment la licorne. On vous renvoie, là, je pense qu'il y a beaucoup d'articles qui existent Ouais. sur cette tapisserie, donc je pense que... Et Yeah. dans notre épisode sur le médiévalisme, je Oui. crois qu'on avait fait tout
une petite partie sur la Dame à la licorne et je crois qu'on avait Oui. des théories assez sympas sur des symboliques. Et on a aussi un article sur la Gazette sur voilà pourquoi la dame à la licorne que fait-elle dans la salle commune de Gryffondor. Donc voilà, on vous renvoie vers ça, mais petit lieu à mentionner qui vaut quand même le Ouais. détour. Puis bon, bah là en ce moment, je sais pas où ils en sont, mais parce que le musée de Cluny était en grands travaux, donc je sais que la salle de la Dame à la licorne est accessible, vous pouvez aller la voir, vous pouvez aller voir la tapisserie, etc. Mais le reste du musée, je sais pas si tout a rouvert, mais évidemment, faut aller y traîner, il y a plein de choses. Enfin, là, je vous parlais de l'épée de Charlemagne. Bon, bah là, il y aura pas l'épée de Charlemagne, mais il y aura plein d'autres choses qui vont forcément vous faire penser à la coupe de Poufsouffle ou à d'autres objets comme ça. De l'histoire de Poulard, parce que c'est forcément cette époque-là. Donc on change d'époque pour le dernier musée qu'on voulait mentionner. Donc c'est les pavillons de Bercy, le musée des arts forains, qui là permet à nouveau de se replonger dans l'ambiance plutôt des animaux fantastiques, puisque, et en particulier des crimes de Grindelwald, puisque bon là je pense surtout à toute la scène autour du cirque Arcanus et puis de toute la fête foraine qui est autour de ce cirque au final. Et donc, alors le musée des Arts Forains, c'est pas spécifiquement un musée sur l'histoire du cirque. Hein. Le cirque est mentionné, mais c'est pas vraiment un musée du cirque. C'est plus généralement, il le présente comme un musée de la culture du spectacle au 19e et 20e siècle. C'est vraiment, déjà le lieu est très très beau. Pour ceux qui ne sont jamais allés, les pavillons de Bercy, enfin c'est très très chouette. Et vraiment, c'est une visite qui est totalement immersive. On est vraiment entouré par, enfin, on est plongé dans cette ambiance fête foraine. Il y a différents thèmes, donc il y a même une salle qui est un peu autour du carnaval de Venise. Enfin, mais c'est très ouais, fantastique, avec des lumières, avec plein de couleurs, etc. Et c'est vraiment avec des automates, avec des manèges, avec plein de choses. Et des manèges qu'on peut enfin, donc des pièces, vraiment les pièces du musée marchent, les manèges marchent et on peut faire des tours de manège. C'est quand même chouette. Et donc ouais, Retomber bon en alors c'est enfance. ouais non c'est vraiment ça. Alors ouais, on est un peu loin du monde magique tel qu'on l'a vu jusqu'à dans les films, mais je trouve qu'on peut vraiment se plonger en plus dans cette esthétique. Voilà, du spectacle de la fin du 19e, début 20e, c'est comme vachement représenté dans ce musée. Et moi, pour tout vous dire, quand on attendait les crimes de Grindelwald et que j'imaginais les lieux soit dans lesquels ils pouvaient tourner à Paris, soit auxquels ils pouvaient s'inspirer, à partir du moment où on a su qu'il allait avoir un cirque, le Circus Arcanus, j'étais persuadée qu'ils allaient utiliser le musée des Arts Forains comme lieu de tournage, parce que c'est un lieu qui a servi de lieu de tournage pour d'autres films. Et non, au final, pas du tout. Mais vraiment, c'est pour vous dire que ça permet vraiment de se projeter dans une autre époque et c'est très très chouette. Ça fait envie, je ne suis jamais allée et ça donne très envie. Ouais, non, en plus les guides sont vraiment chouettes parce que c'est que des visites guidées du coup. Il n'y a pas de visite libre à part dans des moments un peu particuliers. Mais du coup, c'est vraiment comme ils disent, une visite spectacle quoi. Donc c'est vraiment une très bonne expérience. Donc vivement qu'ils puissent rouvrir et refaire des visites. Donc voilà pour les musées. On voulait juste finir un peu pour vous réinviter à aller vous promener tout simplement dans la rue et aller voir un peu les architectures qui peuvent faire penser au monde magique. Alors là, évidemment, je pense que dans toutes les régions où vous avez des villages médiévaux, vous allez certainement avoir des endroits qui vont vous faire penser au chemin de traverse ou un château à côté de chez vous qui peut vous faire penser à Poudlard. Mais là, je voulais rester un peu à Paris, puisque je pense que peut-être qu'il y en a certains qui ont été un peu déçus en voyant la place cachée dans les crimes de Grindelwald, parce que mine de rien, ça n'a pas une esthétique aussi magique finalement que le chemin de traverse à Londres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Je suis tout à fait d'accord. Alix. Je pense que c'est quand même en partie dû au fait que le chemin de traverse, il a le droit à une vraie introduction visuelle, une vraie séquence de présentation où on voit vraiment ce chemin de traverse à travers les yeux émerveillés de Harry. Alors que la place cachée, on la voit de manière très précipitée. Ouais. Et même si Newt il va pour la première fois de ce qu'on sait, il n'y a pas du tout ce côté nouveauté et on prend pas le temps de s'attarder sur les vitrines des magasins, Ouais. le contenu et donc
Ouais, on est moins transporté. Ouais, c'est ça. L'effet waouh de l'introduction de la place cachée, au final, il est plutôt grâce à Tina quand elle rentre et qu'elle tombe sur le Circus Arcanus, Mm. où là, il y a vraiment ce côté waouh, mais c'est parce que il y a une fête dans la rue, quoi. C'est pas Oui, parce que enfin, c'est pas à ça que ressemble, enfin, on voit après à quoi ressemble la place cachée tous les jours. Ça ressemble à une rue parisienne au final, mm. ça a rien de spécial. Donc du coup, je me suis dit bon, quand même, il y a peut-être des lieux à Paris qui pourraient être un peu plus correspondre à l'image qu'on pourrait se faire de l'équivalent français du chemin de traverse. Et du coup, j'ai pensé au passage couvert. Donc, il y en a plein à Paris, puisque ça a été grandement à la mode dans la première moitié du 19e siècle. Donc, quasiment tous les passages couverts à Paris datent de cette période-là. Et il y en a plein qui sont vraiment très, très chouettes. Donc, c'est tous des galeries commerçantes, hein, des divers boutiques, restos, etc. Mais je voulais quand même en mentionner en particulier un, qui est le passage des Panoramas, qui est un des plus anciens, puisqu'il a été construit en 1800. Et vraiment, je vous invite, si vous n'êtes pas à Paris, à aller voir au moins des photos de à quoi ça ressemble. Et pour moi, ça ressemble vraiment à ce que devrait être un passage, un chemin de traverse parisien, puisque c'est assez étroit. Et vraiment, c'est très... il y a plein d'enseignes. Ils ont gardé vraiment les anciennes à l'ancienne, avec les boiseries, avec toutes les enseignes qui dépassent, vous savez, sur la rue, etc. Vraiment C'est que vraiment les chouette. panneaux qui tombent, quoi. Enfin, Les panneaux, voilà, je cherchais le nom, mais ouais. C'est un chouette endroit mm. où vous pouvez aller vous promener. Pour les Parisiens, vous pouvez même y aller dès maintenant, puisque Oui, a priori, c'est c'est encore ouvert, oui. autorisé. C'est autorisé et c'est à l'abri, donc Mm. C'est une bonne promenade pour l'hiver. voilà. Et du coup, pour terminer, on va s'éloigner un peu de Paris et de la France pour mentionner d'autres endroits qui sont aussi liés ou qui nous évoquent la magie ou qui sont liés en fait à la magie. Donc de manière assez brève, on voudrait quand même mentionner le musée de la musique de Bruxelles, qui est alors déjà un bâtiment assez exceptionnel vu d'extérieur avec une architecture art nouveau qui rappelle, enfin voilà, colle un peu avec l'ambiance aussi des Crimes de Grindelwald, de ce qu'on a pu voir dans les films, et qui propose une des plus grandes collections du monde d'instruments de musique, et il propose notamment plusieurs instruments automatiques, enfin des automates donc, qui jouent tout seuls. Donc voilà, si vous vous êtes déjà demandé si la Ah, harpe de Touffu, elle pouvait vraiment jouer toute seule, trop bien. vous pouvez voir des instruments voilà, qui s'animent tout seuls dans ce musée. Donc voilà, c'était un peu en passant. Ouais. Mais mais les automates, c'est trop chouette et ça a toujours un côté Mm. un peu magique. Et donc, j'invite les Parisiens qui ne sont jamais allés au musée des arts et métiers à aller faire un tour aussi. Il y a une salle des automates où il y a aussi ce genre de choses, des instruments qui jouent tout seuls ou des automates hein, humanoïdes qui jouent de la musique et c'est trop bien. Et pour notre dernière étape, alors on part un peu plus loin, dans un endroit qui est certes un petit peu moins accessible à l'heure actuelle, mais Oui, mais rien ne nous empêche de rêver à quand on voilà, pourra enfin voyager à nouveau. c'est ça. Et donc quand on pourra de nouveau voyager librement, je vous encourage personnellement très vivement à visiter, si vous en avez l'occasion, la ville de Salem, aux États-Unis. Donc c'est une ville qui est à côté de Boston. Vous pouvez faire le trajet très facilement en train depuis Boston, qui est donc dans Harry Potter. Peut-être que vous vous en souvenez, Salem est mentionnée vraiment de manière extrêmement brève dans la Coupe de Feu, la scène du camping de la Coupe du Monde de Quidditch, où on parle d'un groupe de sorcières avec une banderole Institut des sorcières de Salem. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, les fans s'est dit, bah en fait, voilà, en plus c'est dans ce tome-ci qu'on est introduit à Beauxbaton, à Armstrong. Et donc, beaucoup de fans y avaient vu un clin d'œil aussi, bah voilà, l'école de magie américaine, c'est Salem. Ça collait, voilà, c'est une ville liée aux sorcières, comme on va le voir. Et puis, finalement, bon, bah, Pottermore nous a dit non, l'école de magie américaine, c'est Ilvermorny. Et Rowling avait dit que, du coup, ce nom des Institut des sorcières de Salem était un clin d'œil à l'Institut, j'ai oublié le nom en anglais, Institut des femmes britanniques, un groupe caritatif britannique qui embauche beaucoup de femmes, justement, qui est un des plus grands groupes, une des plus grandes associations menées par des femmes.
J'ai un petit... Voilà, j'ai une petite hésitation voilà, à ce sujet-là. Et puis ensuite, on voit Salem dans le premier volet d'Anime Fantastique. Alors là, sous un angle très différent, puisque on voit la Ligue des fidèles de Salem, avec le personnage de Marilou Belboss, la mère adoptive de Credence, où là, leur but, c'est de dénoncer l'existence du monde magique au Moldu. Et qui a été du coup, cette ligue qui a été fondée par les descendants de sorciers corrompus qui s'appellent les ratisseurs, qui avaient dénoncé leurs compatriotes lors du procès de Salem. Et donc, Salem, vous avez sans doute entendu ce nom ailleurs que dans Harry Potter, et donc c'est une ville qui est fortement liée à la sorcellerie, et notamment donc, qui est la ville la plus célèbre justement pour ses procès de sorcières, qui ont été les plus virulents des États-Unis. Les procès ont eu lieu donc, entre 1692 et 1693. Donc à l'époque, Salem, c'était donc, une ville assez prospère au niveau, grâce à son port notamment, voilà, qui a été très isolée. Il y avait eu notamment beaucoup de conflits avec les Amérindiens. Et il n'y avait pas vraiment de gouvernement, enfin, c'était vraiment une communauté très isolée. Et donc, en l'espace de quelques mois, il y a eu une hystérie collective, parce que c'est vraiment comme ça que c'est désigné. Et plusieurs centaines de personnes ont été jetées en prison, condamnées. Il y en a qui ont été pendus, il y en a qui ont été exécutés en étant écrasés sous des kilos et des kilos de roches. Ouais. Ils insistent beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment une mort horrible, quoi. Et c'était un homme assez âgé qui a refusé de se défendre lors du procès. Et donc, comme il a refusé de se défendre, ils l'ont, plutôt que de le pendre, ils leur empilaient en fait des pierres sur la poitrine jusqu'à ce qu'il meure étouffé. Donc, il a agonisé pendant 3 jours. Voilà, donc c'était pas des rigolos. Et donc, en fait, les origines de son procès sont un peu discutées encore aujourd'hui. Enfin, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a des plus crédibles que d'autres, mais c'est encore quelque chose qui suscite des questions. Et donc, en fait, ça a commencé avec plusieurs jeunes filles, plusieurs préadolescentes qui habitaient à Salem Village. Donc, on pense souvent que ça a commencé à Salem, mais en fait, ça a commencé juste à côté. Mais les procès se sont tenus à Salem, qui ont eu des comportements un peu étranges, notamment des terreurs nocturnes, des traumatismes, des crises de tétanie, et qui ont accusé plusieurs de leurs concitoyens de les avoir envoûtés et d'être des sorciers. Et donc, il y a un mouvement de terreur qui va naître suite à ça. Et donc, elles vont accuser plusieurs personnes. Donc, la ville va arrêter et jeter en prison les accusés. Mais on pensait que voilà, si les fauteurs de troubles avaient été emprisonnés, les crises s'arrêteraient. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, elles ont continué à dénoncer de plus en plus de monde. Et donc au final, voilà, c'est des centaines de personnes qui ont été arrêtées, enfermées en attendant d'avoir un procès. Il y en a plusieurs qui sont mortes en prison, c'était notamment des femmes, même s'il y avait aussi des hommes. Et donc voilà, ça va durer pendant des mois, jusqu'à ce qu'il y ait un gouverneur qui mette fin au procès en disant, enfin voilà, le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, en disant qu'il ne voulait pas prendre le risque de condamner des innocents. Et préférait laisser vivre les sorcières plutôt que de condamner les innocents. Et donc voilà, les procès ont pris fin au bout d'un peu plus d'1 an. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés à tort. Les causes de cette hystérie, alors il y en a qui disent qu'il y a une esclave qui les a ensorcelés, etc. Il y en a qui soupçonnent d'un empoisonnement avec de l'ergot de seigle, qui aurait causé des hallucinations. Mais la théorie la plus probable et la plus avancée à l'heure actuelle, c'est que les personnes accusées, si on regarde un peu les liens qu'ils entretenaient avec les victimes d'ensorcellement, étaient souvent des personnes avec qui il y avait eu des conflits dans les familles, qui occupaient des terrains qui leur appartenaient, etc. Et donc qu'en fait, les familles des jeunes filles ont utilisé en fait ce traumatisme qui aurait pu être vu,
qui donc est supposément due à... Ils auraient assisté à des massacres d'Amérindiens ou des colons par les Amérindiens, et donc ils auraient des stress post-traumatiques. Et donc que ces familles ont utilisé ce prétexte pour accuser des personnes qui leur auraient soi-disant causé du tort, parce que notamment à l'époque, quand on était accusé de sorcellerie, qu'on était condamné, les terres étaient perdues, et donc les victimes récupéraient les terres en compensation. Et donc il y a beaucoup de règlements de comptes comme ça qui auraient eu lieu. C'était un peu un moyen de s'enrichir et de se venger de manière discutable. Pratique. Voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a pris vite, de manière très vite, et et que c'est vraiment enflammé. Et pendant très longtemps, la ville de Salem a eu honte en fait de cette histoire. Donc elle a été très prospère avec son port, puis bon, cette prospérité s'est un peu perdue parce qu'il y a un autre port qui a été développé. Donc c'était plus Salem qui était le port principal. Et donc pendant longtemps, la ville a un peu cherché à oublier cette partie de son histoire. Et puis, dans les années 60, est arrivée sur les écrans la série Ma sorcière bien-aimée, qui est assez célèbre pour avoir participé quand même à redorer le blason de la figure de la sorcière et en faire un élément positif de la pop culture, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et les studios, il y a eu un incendie un jour dans les studios, et ça a poussé l'équipe des films à tourner en dehors des studios, et c'est la seule fois où ils ont quitté Hollywood, et ils sont venus tourner à Salem. Et ça a généré vraiment un vrai regain économique pour la ville. C'était quelque chose qui a été bien accueilli, et du coup ça a poussé en fait la ville à accepter son histoire, et en fait à l'utiliser à l'utiliser de manière positive, en faire vraiment presque un devoir de mémoire. Donc ils ont blanchi officiellement les personnes qui avaient été condamnées. Ils ont érigé un mémorial, etc. Alors il y a beaucoup de musées, de degrés d'intérêt variables, mais qui mettent en fait en avant, en plus de la partie vraiment historique, les chasses aux sorcières qui se poursuivent encore aujourd'hui, au sens large, puisque bon, il faut quand même le mentionner, des endroits du monde à l'heure actuelle où la chasse aux sorcières existe toujours, dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie notamment. Mais voilà, ils élargissaient cette vision de la chasse aux sorcières aux persécutions subies par la population juive, par les Japonais après Pearl Harbor aux États-Unis, par la communauté homosexuelle après la découverte du sida, etc. Et donc il y a une vraie volonté à Salem de dénoncer ces discriminations, ces préjugés, et de promouvoir la tolérance. Oui, il y a vraiment un développement autour d'une vraie culture queer et ouverte. Voilà, ils sont assez fiers d'afficher, par exemple, qu'ils ont fait disparaître les toilettes genrées dans tous les lieux publics. Voilà, il y a des passages piétons avec l'arc-en-ciel, etc. Donc, voilà, il y a une vraie, il y a une vraie envie, en fait, de l'utiliser comme quelque chose qu'il faut surtout pas répéter, et donc de ne plus se laisser embarquer par une hystérie collective, c'est ça, qui est en fait une manière cachée de venir à tes fins, en fait. De persécuter une communauté pour ses propres intérêts, enjeux de pouvoir et compagnie. Maintenant, et c'est un événement qui est assez intéressant dans l'histoire des États-Unis, parce qu'il y a, ça a vraiment, il y a beaucoup de gens des historiens qui disaient que sur place, que c'était quelque chose qui se serait pas développé autant s'il n'y avait pas eu ce puritanisme aussi important aux États-Unis, et que c'est vraiment un événement qui a permis aussi un peu de prendre ses distances, et qui a fait évoluer beaucoup après les valeurs américaines. C'est vraiment un événement qui a marqué la société américaine à ce niveau-là. Alors même s'il y a toujours aujourd'hui encore des discriminations qui sont là, hein, évidemment, rien n'est parfait, mais ça a contribué, ça a ouvert un dialogue, en tout cas. Donc, disons on dirait presque que tu y es allée. J'y suis allée. C'est vraiment une visite qui est très intéressante, et si vous avez l'occasion d'aller à Boston ou à New York, c'est très accessible depuis ces villes-là. Pas besoin d'y rester très longtemps, hein. Je
Je pense que 2 jours sur place, c'est très bien pour se faire un peu une idée de la ville, mais c'est assez intéressant, voilà, quand on parle de l'imaginaire, voilà, des sorcières, etc., de mentionner cette ville où il y a un des procès de sorcières les plus mémorables, en tout cas des États-Unis, et enfin, c'est un de ceux dont on se souvient le plus, enfin, dans la culture occidentale, parce que, enfin, même si on sait qu'il voilà, y a eu beaucoup de procès de sorcières en France, au Royaume-Uni, etc., mais j'ai pas l'impression qu'il y en a qui restent comme ça, enfin, qui sont... Ouais, non, c'est vrai, il y a pas un événement comme ça. Mais je pense que ça vient de l'époque aussi, parce que Oui. ces années-là, ça correspond aussi à l'époque où l'information commençait à vachement circuler aussi. Donc je pense que ça a d'autant plus marqué les esprits qu'il y a certainement dû y avoir des journaux, enfin en tout cas des rapports, et que ça a dû se savoir un peu partout, quoi. Donc ça a dû rester vraiment comme un souvenir qui est resté, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, ça donne envie, et encore plus envie que cette pandémie s'arrête et qu'on puisse reprogrammer des voyages, parce que je n'ai jamais été aux États-Unis tout court, et encore moins à Salem. Donc, j'ai très, très envie. En plus, je sais que tu en as rapporté un magnifique chapeau de sorcière, donc... Enfin, en tout cas, on espère que on vous a donné envie de retourner dans les lieux culturels dès que ce sera possible, ou en tout cas, en attendant, de commencer à faire des petites balades et d'ouvrir les yeux. Et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont plein d'autres anecdotes comme ça, de choses qui sont en lien avec le monde magique autour de chez vous. Donc, encore une fois, on n'a certainement pas essayé d'être exhaustif. C'était des choses qu'on avait envie d'aborder comme ça, une petite sélection. Mais n'hésitez pas de profiter des commentaires sous cet épisode, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur l'article du site, l'article qui accompagne cet épisode sur le site de la Gazette du Sorcier, pour nous partager vos endroits préférés qui vous évoquent le monde magique. On a hâte, voilà, de pouvoir retourner en exploration un petit peu partout. Mais du coup, voilà, on clôture notre dernier épisode de l'année. Merci d'avoir été avec nous toute cette année encore. Et on vous prépare plein de chouettes choses pour 2021. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler des musées. Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. On vous donne rendez-vous au mois de janvier pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur la page Facebook, donc l'Académie des Sorciers, sur Twitter, aspic_GDS. Vous pouvez aussi nous laisser un avis sur les plateformes d'écoute via lesquelles vous écoutez ce podcast. Et vous pouvez, évidemment, si vous le pouvez, soutenir l'émission sur Tipeee de la Gazette du Sorcier. Voilà, ça nous aide à payer l'hébergement de ce podcast. On remercie Caligula qui a composé le générique de l'émission. Je sais pas si le dire... Non, c'est toi qui feras le montage. Oui, voilà. Ce sera Salem ou moi pour le montage. Donc on remercie Salem ou moi pour le montage. Plouf plouf. À très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et chers auditeurs, n'oublie pas, passe tes bus d'abord. C'est plus facile d'être synchro à deux. Hein. C'est ça.